Lorsqu'on s'aventure dans les profondeurs glaciales du Pacifique, à 4000 mètres sous la surface, un phénomène étrange se manifeste. Les niveaux d'oxygène montent brusquement. Cela n'a pas de sens, car nous sommes alors plongés dans une terrifiante obscurité. C'est alors que les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient confrontés à une découverte totalement inédite, l'oxygène sombre. Ce type d'oxygène particulier, qui se forme dans les abysses froids de l'océan, pourrait bouleverser notre compréhension des origines de la vie sur Terre. Il pourrait même nous rapprocher de la possibilité de découvrir la vie sur des planètes éloignées. Et cette découverte a été faite par le plus grand des hasards. Notre exploration débute dans la zone de Clarion-Clipperton, une vaste région du Pacifique qui s'étend sur une superficie plus grande que celle du Mexique. En atteignant les profondeurs de cet endroit, nous tombons sur d'étranges amas de la taille de pommes de terre, éparpillés sur le fond marin. Ces formations sont officiellement désignées sous le nom de nodules polymétalliques. Bien qu'elles puissent paraître insignifiantes au premier abord, ces petites structures renferment en réalité des trésors cachés. Au cours de millions d'années, les métaux dissous dans l'eau de mer s'accumulent lentement autour de minuscules fragments de coquilles ou de débris, donnant naissance à ces nodules. À l'intérieur, on trouve des métaux précieux tels que le manganèse, le nickel, le cuivre et le cobalt, indispensables à la fabrication des batteries de nos téléphones portables et des véhicules électriques. C'est pour cette raison que la zone de fracture de Clipperton est devenue un haut lieu de l'exploitation minière sous-marine. À ce jour, 16 entreprises spécialisées dans l'exploitation des grands fonds ont obtenu l'autorisation d'explorer environ 20% de sa surface sous-marine. Cette ruée vers les profondeurs a éveillé la curiosité des chercheurs, désireux de percer les mystères des abysses. Ils ont donc déployé les grands moyens pour collecter des échantillons de sédiments, et c'est à ce moment-là que les choses ont pris un tour étrange. Les instruments ont commencé à révéler quelque chose d'inimaginable, d'importantes quantités d'oxygène produites sur le fond marin, dans une obscurité totale et absolue. Attendez une minute. Cela ne devrait pas se produire. Plus on descend dans l'océan, moins on trouve d'oxygène dans l'eau. À environ 900 mètres de profondeur, il n'en reste quasiment plus, car l'eau est trop éloignée de la surface pour permettre un quelconque échange avec l'atmosphère. Pour compliquer les choses, l'oxygène est continuellement consommé par les organismes vivants dans les grands fonds, ainsi que par les bactéries qui décomposent la matière organique. Ainsi, la production d'oxygène à cette profondeur est censée relever de l'impossible. Dans un premier temps, les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux. Ils supposaient que les capteurs étaient défectueux, car toutes les études réalisées dans les profondeurs marines n'avaient montré que la consommation d'oxygène, jamais sa production. Cependant, les mêmes résultats revenaient sans cesse. Pendant 10 ans, cet oxygène mystérieux continuait à apparaître. Ils en sont finalement venus à la conclusion que leurs données pouvaient être correctes. Il s'avère que ces nodules métalliques pourraient effectivement générer de l'oxygène en agissant comme des batteries. Lorsque l'on immerge une batterie dans l'eau de mer, on peut observer des bulles et entendre un crépitement, car le courant électrique décompose l'eau de mer en oxygène et en hydrogène, dans un processus appelé électrolyse. Ainsi, la théorie avancée par les chercheurs suggérait que ces nodules effectuaient la même fonction, mais à l'état naturel. Et ils avaient ces raisons. Les nodules étaient en effet chargés électriquement, avec une tension d'environ 0,95 volts. Ce niveau d'énergie est insuffisant pour dissocier l'eau de mer en hydrogène et oxygène. Il faudrait environ 1,5 volts, soit la puissance d'une pile AA. Cependant, lorsque ces nodules se regroupent, des tensions bien plus élevées peuvent être observées, suffisamment pour déclencher la réaction et produire de l'oxygène. Ainsi, ces nodules étaient incapables de générer des courants électriques suffisamment puissants pour décomposer les molécules d'eau de mer et produire de l'oxygène, même en l'absence totale de lumière. Cette découverte est fascinante, car elle remet en question notre compréhension de la production d'oxygène. Jusqu'à présent, nous avions toujours cru que l'oxygène était généré par la photosynthèse. Ce processus par lequel les plantes et les algues transforment la lumière du soleil en énergie et libèrent de l'oxygène. Mais dans cet environnement marin totalement obscur, l'oxygène était produit uniquement par électrolyse. Aucune lumière du soleil n'était nécessaire. C'est la raison pour laquelle on a commencé à l'appeler l'oxygène sombre. Cette découverte nous incite à reconsidérer comment la vie a pu émerger sur Terre il y a plus de 3 milliards d'années. Pensez-y, les plantes nécessitent de l'oxygène pour vivre, mais elles en sont également les productrices. Alors, d'où provenait le premier oxygène ? Ce dilemme complexe ressemble au casse-tête de la poule et de l'œuf. Mais il se pourrait qu'il y ait maintenant une réponse.
sachant que l'oxygène peut être produit sans recourir à la lumière solaire ou à la photosynthèse. Il est envisageable qu'une source d'oxygène mystérieuse ait existé à cette époque, permettant ainsi à des formes de vie respirantes d'évoluer avant même que la photosynthèse ne soit établie. L'oxygène sombre ne modifie pas seulement notre compréhension du passé terrestre, mais il ouvre également de nouvelles perspectives concernant la vie ailleurs dans l'univers. Si ce phénomène se produit sur notre planète, il est plausible qu'il se manifeste également sur d'autres corps célestes. Prenons comme exemple la Lune Encelade de Saturne et la Lune Europe de Jupiter. Toutes deux semblent abriter des océans liquides et salins, dissimulés sous d'épaisses couches de glace. L'oxygène sombre pourrait-il également engendrer des environnements riches en oxygène dans ces océans? Les répercussions de cette découverte vont bien au-delà de notre système solaire. Elles nous poussent à reconsidérer la manière dont nous définissons les habitats propices à la vie. Dans nos explorations d'exoplanètes orbitant autour d'étoiles lointaines, comprendre la production d'oxygène dans l'obscurité pourrait nous aider à repérer des lieux où la vie pourrait exister dans des conditions très différentes de celles de la Terre. Au lieu de se limiter à la recherche de planètes baignées de lumière solaire, les scientifiques pourraient devoir explorer des signes de réaction chimique susceptibles de favoriser la vie, même dans l'obscurité totale. Ces nouvelles sont passionnantes, mais n'oublions pas le point de départ de notre récit. L'exploitation minière en haute mer. Voici comment se déroule généralement ce processus. Des entreprises déploient un véhicule sous-marin télécommandé, semblable à un tracteur, pour se déplacer le long du fond océanique. Ce véhicule collecte les nodules métalliques et les sédiments, puis les aspire à travers un tuyau jusqu'à un navire en surface. Une fois les nodules récupérés, l'équipage renvoie le sédiment résiduel dans l'océan à une profondeur intermédiaire, où il finit par se déposer à nouveau sur le fond marin. Alors, l'exploitation minière en eau profonde est-elle bénéfique ou nuisible? Il est difficile de trancher. D'une part, nous avons découvert un gisement massif et prometteur de métaux indispensables à la fabrication de nouvelles technologies écologiques, telles que les panneaux solaires et les véhicules électriques. Avec une demande pour ces matériaux critiques qui pourrait bondir jusqu'à 600% dans les prochaines décennies, l'exploitation minière en haute mer pourrait s'avérer déterminante. Certaines recherches avancent même que cette activité pourrait être moins préjudiciable que l'exploitation minière conventionnelle. Étant donné qu'elle s'effectue loin des côtes, elle pourrait contribuer à préserver les forêts et à éviter la pollution des sources d'eau douce. De plus, le fait que ces minéraux soient difficiles d'accès pourrait faciliter la surveillance de cette activité, permettant ainsi de maintenir un contrôle et de réguler le processus. Toutefois, il existe également une inquiétude croissante selon laquelle la recherche de minéraux précieux dans l'océan pourrait perturber le processus de production de cet oxygène sombre. Ces nodules riches en métaux ne sont pas simplement inactifs, ils jouent un rôle dans les processus chimiques qui influencent notre planète. En effet, ils pourraient être essentiels à de nombreuses choses, des cycles de nutriments à l'émergence de nouvelles formes de vie. Les scientifiques craignent donc que l'exploitation minière ne cause des dommages à la vie marine et aux habitats qui dépendent de l'oxygène sombre. Malgré son emplacement isolé et ses conditions extrêmes, la zone de Clarion-Clipperton abrite une gamme étonnamment variée et mystérieuse de créatures des grands fonds, allant d'anémones de mer d'un blanc spectral et de concombres de mer d'un violet profond à de petits isopodes marins, cousins éloignés des cloportes. Cependant, nos connaissances sur ces habitants des profondeurs demeurent limitées. On estime que 90% des espèces vivant dans les eaux profondes de cette zone sont encore inconnues de la science. Nous savons qu'elles existent, mais elles n'ont pas encore reçu de nom officiel, et leur classification demeure impossible. Comme ces étranges créatures, évoluant dans l'obscurité totale, demeurent en grande partie méconnues, il est difficile de déterminer si elles ou leur habitat seraient réellement menacés si l'exploitation minière en haute mer se poursuivait sans relâche. Ce que les spécialistes constatent, c'est la nécessité d'effectuer davantage d'études, de collecter plus de données et d'acquérir une compréhension plus approfondie.